revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Anissa et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on scrute encore ces banlieues où les politiques se pressent. L'Humanité, 10 ans après les révoltes, pourquoi la colère couve dans les quartiers populaires? La Croix, après les émeutes de 2005, ce qui a changé. Les Échos tempèrent aussi la communication des politiques. Chômage, ce que cache la baisse. Et puis, on observe les grandes manœuvres. Le Figaro, régional, le PS dans le piège du Front républicain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez vous énerver pour commencer à propos des viandes cancérogènes. Non mais ça y est, on va tous mourir. C'est en une du Monde, les viandes rouges classées cancérogènes. Bon alors juste en dessous, le journal cite l'étude et rectifie, probablement cancérogène. Enfin tout de même, la presse s'est jetée dessus ce matin. Le Parisien s'interroge, que peut-on encore manger? Le journal nous offre d'ailleurs une petite image du classement du bien nommé CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Dans les probablement cancérogènes, on trouve avec la viande les contenants en verre, ça c'est pas de bol pour ceux qui évitaient le plastique, et même le maté chaud. Alors là, l'Argentine va se dépeupler. Dans les peut-être cancérogènes, le café, les légumes au vinaigre et les gaz d'échappement, moins dangereux donc qu'une andouillette. Enfin, il y a les produits inclassables quant à leur cancérogénicité. Et là, le thé côtoie le pétrole brut et l'encre d'imprimerie. Bon, évidemment, le Parisien et le Figaro font intervenir des nutritionnistes qui rappellent que c'est tout simplement l'excès qui est néfaste et que les protéines animales, n'en déplaise aux végétaliens, sont essentielles à l'équilibre alimentaire. Dans le Figaro, Marie-Estelle Pêche prévoit déjà la panique des parents d'élèves. Et pourtant, les saucissons et autres jambons de Bayonne, nous dit-elle, ont d'ores et déjà disparu des cantines. En revanche, la viande rouge et la viande transformée sont encore présentes et comme le remarque Yves Gégaud, défenseur du Made in France, la viande servie dans les cantines, de faible coût, de mauvaise qualité, est souvent importée. Et c'est sans doute là que le bas blesse. Les études portent évidemment sur la consommation américaine, faite de viande cuite à la flamme, issue de vaches nourries au soja OGM. Comme le rappelle Soline Roy dans le Figaro, il est en alimentation, plus encore qu'ailleurs, 2 éléments à ne pas oublier. Les dangers d'un excès n'interdisent pas une consommation raisonnable et la qualité du mode de production et de préparation du champ à l'assiette prime. Un bon steak découpé dans une vache qui s'est régalée d'herbes et de fleurs tout au long de sa vie, dit-elle, vaudra sans doute toujours mieux qu'un blanc de poulet élevé en batterie. Alors si vous voulez vous rassurer, il y a le hors-série du magazine Clé. Good Food, manger sain, simple et savoureux. On y parle consommation locale, jeûne intermittent, bienfait de l'huile d'olive et du fenouil, et on réhabilite même le bon gras, celui d'un foie gras artisanal ou d'un jambon ibérique. On comprend que l'alimentation industrielle et l'agriculture intensive, c'est ça qui dérègle notre santé. Alors c'est une question économique plus que médicale. Vous me donnez envie de manger une choucroute là. On devrait en commander une et la manger demain matin pour la matinale. Non, et un gratin de tripes. Oh yes. Ah non. Si. Une andouillette. Bon allez, bref. On parle des banlieues également dans la presse. Oui, avec cette impression d'éternel recommencement. Alors la Croix a pourtant choisi de s'en extraire du recommencement. Ne pas montrer les 3/4 du verre vide, mais le quart plein. L'inventivité, l'esprit de résistance, la solidarité. Les autres sont moins optimistes. Ah, mixité sociale, que de beaux discours ont déjà été prononcés pour faire ton éloge, ironise Bruno Mèche dans La Montagne. Que de dispositifs, bien sûr, innovants ont déjà été promis ou instaurés en ton nom. Didier Rose, dans les dernières nouvelles d'Alsace, s'exclame « Valls victimise la banlieue. L'immense majorité de ses habitants veulent un avenir et non être pleins. » Mais pour Denis Domain, dans la Nouvelle République, 40 ans durant, ses poches de misère ont été remplies de plans, de crédits, de promesses. Surtout, ou à peu près, la police de proximité, le ravalement des façades, le soutien aux associations de quartier et la défiscalisation des entreprises qui songent à s'y aventurer. Ces poches, malheureusement, étaient percées. Il y a un fait, Natacha, le chômage a reculé le mois dernier et puis il y a tous les commentaires. Oui, qui ne voit le lien entre l'échec de ces plans pour la banlieue et le chômage endémique qui la ravage. Alors les Échos démontent l'enthousiasme sur une baisse du chômage qui constitue, selon Dominique Seux, un plateau, pas une descente. Mais surtout, dans les zones urbaines sensibles, nous rappelle l'Humanité, le chômage des 15-24 ans atteint toujours 45%. Les langues régionales en débat, ou presque. Oui, parce qu'il semble assez étonnant de voir partout dans la presse ce matin des articles sur le débat au Sénat et sur le risque que ferait peser pour la cohésion nationale la ratification de la Charte européenne des langues régionales. Libération, Le Parisien, Le Monde, Le Figaro posent le problème, pèsent les arguments. Trésor à sauvegarder ou risque de repli communautaire, se demande Libé. On avait l'impression que c'était plutôt le chômage, les inégalités, l'abandon de l'intégration qui minaient la cohésion nationale. Hitler fait la une de Libération ce matin. Oui,
Libération a choisi de consacrer sa une à la republication de Mein Kampf, le publier ou pas. Parce qu'après les déclarations tonitruantes de Jean-Luc Mélenchon contre le projet des éditions Fayard, eh bien le débat ressurgit. Un historien répond au patron du Front de gauche. Éditer Mein Kampf, c'est refuser de sacraliser négativement ce texte si pâteau. Il faut arrêter de croire que Mein Kampf nazifierait les égarés qui tomberaient dessus par accident. C'est un livre qui ne peut convaincre que des convertis. Enfin, Christian Ingrao s'étonne de l'argument que pourraient constituer les futurs résultats électoraux. Croyez-vous vraiment, demande-t-il, qu'éditeurs et historiens auraient quelque efficace à offrir leur abstention de publication, tels des héros achéens à leur poitrine, pour empêcher des hordes brunes d'accéder à la représentativité ? L'urgence en politique, c'est de formuler enfin un projet fédérateur. Les historiens sont là pour écrire des livres et parler du passé, les hommes politiques pour parler d'avenir. On termine avec un petit tour au musée. Oui, Libération nous apprend la boulette des agents d'entretien du musée d'art contemporain de Bolzano en Italie. Ils sont tombés sur des bouteilles de champagne vides, confettis, cotillons. Ils ont tout nettoyé, naturellement. Sauf qu'il s'agissait d'une installation intitulée « Où allons-nous danser ce soir ?» Oui, si ça se trouve, l'œuvre d'art contenait aussi des épluchures de saucissons. Alors les agents d'entretien venaient de lire le dernier rapport de l'OMS, ils ont paniqué. Allez savoir. Merci en tout cas. Natacha, c'est drôle quand même. Natacha, ça rajoutera à la mythologie de cette œuvre d'art, évidemment. J'imagine d'avoir fini à la poubelle. La revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.